On a commencé avec des merci. Pour moi, c'est presque le plus important. Je l'ai dit dans les conférences précédentes, mais j'ai conscience, même si je suis assis ici sur une estrade, d'être un prétexte. Un prétexte à ce que vous, peut-être vous vous rencontriez aujourd'hui. Et qu'on célèbre quelque chose ensemble qui est en train de se passer. Et que des humains se mettent debout et décident de secouer le joug sous lequel ils sont asservis depuis tant d'années. Ça, pour moi, c'est extrêmement touchant. C'est-à-dire, ça y est, il se passe quelque chose. Enfin. Parce que depuis que je suis né, j'ai 45 ans. Depuis que je suis né, nous sommes en crise. J'ai connu que la crise économique, la crise sociale, la crise migratoire. Ça n'a été que la crise en permanence. Et je me dis, mais on peut vivre dans une société qui n'arrête pas d'être en crise? C'est possible, ça? Qu'il n'y ait jamais un moment où on se pose et on souffle? Et j'ai vu s'accélérer ces rythmes de crise jusqu'à s'installer aujourd'hui une gouvernementalité par la terreur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gouvernements, aujourd'hui, gouvernent par la peur, par la terreur permanente, avec la voix de leur clergé, les médias, qui nous assènent sans cesse une nouvelle terreur, une nouvelle panique, une nouvelle horreur, une nouvelle crise. Nous, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, ensuite on a eu un petit intermède, il y a eu un trou, et comme presque rien, mais il y a le changement climatique, bien sûr. Avec les mêmes températures que l'année d'avant, mais rouge au lieu d'être bleu, mais c'était rouge. Donc, et puis, il y a un moment vraiment, il manquait de substance, quoi. Il se passait rien. On était plutôt content que le Covid soit terminé. Et là, il y a eu les punaises de lit. Peut-être vous n'avez pas eu ça, hein? Si? Ah non, ça viendra. Ça viendra. Soyez patients. Les punaises de... Les punaises de lit sont des sortes d'insectes qui se mettent dans les matelas et vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les vaincre. Aucun insecticide n'arrive à en venir à bout. Et une fois qu'il y en a dans votre baraque, vous avez qu'à la brûler, quoi. Ne pensez même plus à la vendre. Hein. On s'est même dit qu'il allait y avoir un diagnostic. Nous, on a des diagnostics dans les sessions immobilières. Diagnostic énergétique, diagnostic CO2, diagnostic je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a de l'amiante et tout? C'est dit, ils vont rajouter le diagnostic punaise de lit. C'est peut-être le moment de créer des entreprises de recherche de punaises de lit, pour vous donner ou pas le diagnostic. Donc c'est la vie dans la terreur, avec tout le monde qui tremble en permanence. Le titre de la conférence aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé de ne pas toujours parler de la même chose, donc j'essaie de me renouveler grâce à André, c'est se serrer les coudes dans l'adversité. C'est à peu près ça, hein, c'est ça? Se serrer les coudes dans l'adversité. Et vous voyez derrière moi un rond avec des petites bulles qui partent. Et le symbole, finalement le logo de Réinfo Covid au départ, puis maintenant Réinfo Québec avec la fleur de lys en plus. On a rajouté un truc quand même. Et je me souviens, il y a la fleur, mais elle est censée être sous la rose, non, c'est ça? C'est la reine d'Angleterre à Ottawa qui tient avec ses lions sous emprise. Non. La liberté de la fleur de lys qui pousse dans les bifurcations et dans les failles à chaque printemps. Et donc, ce logo, il est venu d'emblée, dès le début de la crise. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être vous avez vu un film qui s'appelle Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur, il y a un médecin fou, enfin un docteur scientifique fou, docteur Emmett Brown, Doc Brown. Et Doc Brown a l'idée du convecteur temporel, qui permet de voyager à travers le temps. Et son sbire lui demande, mais comment tu as eu l'idée de ce truc, quoi, ce symbole? Il dit, je me suis cassé la figure en accrochant une horloge dans les chiottes et ma tête a heurté la faïence du chiotte et là j'ai eu une vision. C'est à peu près pareil pour le logo de Réinfo Covid. C'est-à-dire qu'à la 8e répétition du plan blanc spécial pandémie dans l'hôpital, recevant un énième mail des chefs de service de l'Est de la France disant « c'est terrible, on va tous mourir », il y a eu comme un flash de dire « mais on va pas s'en sortir là. On est en train de devenir fou. » Et je me voyais derrière mon écran d'ordinateur, tout seul, et dans mon service, en train de dire, mais ça va pas. Ça va vraiment pas, là. Ça n'a plus commerce avec le réel. Ça n'a plus commerce avec ce que nous vivons tous les jours. Il n'y a plus de lien entre ce qui est raconté dans les médias, ce qui est raconté par les hommes politiques et femmes politiques, et ce que je vis tous les jours. Il
Il n'y a pas des charrois remplis de morts avec des crécelles en centre-ville, brûlant les morts sur des bûchers, etc. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des patients qui sont étiquetés Covid parce qu'ils ont un test positif. Mais la plupart d'entre eux ont une leucémie aiguë en décompensation. Dans mon service, j'avais un service spécialisé dans les maladies hématologiques, les cancers du sang, les leucémies et les lymphomes en réanimation. Et je voyais des gens avec des décompensations, des sepsis bactériens, mais ils avaient l'étiquette Covid, et donc ils étaient Covid. Mais ce n'étaient pas des Covid. Et donc on se mettait à donner un nom aux choses qui n'étaient plus la chose elle-même. Et j'ai vu tous les gens devenir fous dans ce pseudo-langage, cette novlangue. Devenir fou et devenir seul. Et donc derrière mon écran d'ordinateur, je me suis mis à me rebeller, tout seul. Mais la rébellion seule derrière son écran d'ordinateur vient assez vite en contrepoint une impression d'impuissance systématique. Je peux rien changer. Je peux rien changer. Je peux rien changer. Et de désespoir. Et donc j'ai écrit une lettre dans mon hôpital. On a une option dans les mails. On a une option, c'est mail à tous. On n'a pas le droit de l'utiliser. Peut-être ça vous est déjà arrivé dans votre entreprise. Parce qu'il peut se trouver qu'il y a une boucle de réaction en chaîne du mail à tous, fait que vous recevez des mails à tous qui n'ont plus aucun intérêt. Et on avait quelques précédents fâcheux à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, où pendant 3 semaines, on pouvait recevoir des mails et des mails qui bloquent toutes les boîtes sur un truc sans aucun intérêt, quoi. Juste parce que tout le monde redemandait à tout le monde, arrêtez de m'envoyer des mails. Donc je suis le lendemain de garde, j'ai pas dormi de la nuit, je ne me suis pas concerté avec mon épouse pour une fois, qui normalement est la voix de la sagesse, mon Jiminy Cricket qui m'empêche de faire des bêtises. Et je ne me concerte pas et j'envoie un mail à tous. Send. J'envoie un mail à tous disant mais ça va pas en fait. On est en train de masquer les enfants dans les écoles, on nous masque dans les rues. Le masque n'a aucun sens en population générale. Les enfants sont pas malades, cette maladie concerne pas les enfants, il faut les laisser tranquilles, etc. Est-ce qu'on peut en parler? Je posais juste cette question-là. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? On sera peut-être pas d'accord, mais est-ce qu'on peut ouvrir une discussion au sein de l'hôpital, au sein des médecins? Et j'ai reçu une dizaine de réponses extrêmement agressives. En mail à tous. Me disant de ne pas utiliser le mail à tous. Pour mes propos complotistes. Et j'ai rappelé chacune de ces personnes. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, est-ce qu'on peut parler? Il y en a 3 qui m'ont raccroché au nez, qui voulaient même pas parler. Il y en a une, un psychiatre, qui m'a dit, mais tu comprends pas, il va y avoir une 2e, une 3e, une 4e, une 10e vague, on va tous mourir. Ah bon, on en est là. Ouf. Et j'ai senti la panique vraiment dans sa voix. Et pour lui, j'étais dangereux de commencer à discuter. Un 4e, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, dans une phase de crise, on n'est pas là pour discuter, on met tous le petit doigt sur la couture du pantalon et on respecte les ordres. Moi, je ne veux pas réfléchir, je respecte les ordres. Je pouvais comprendre. Mais mon travail de réanimateur, c'est justement de discuter les ordres en situation de crise. C'est justement de redéfinir la hiérarchie des nécessités, de dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas. J'ai une personne en train de s'étouffer par terre. Bon, le numéro de téléphone de sa belle-sœur, ça, on s'en fout, en fait, c'est pas important. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il respire, là, tout de suite. Voilà, on va s'occuper de ça. D'abord, est-ce qu'il a le cœur qui bat? Est-ce qu'il a le cerveau qui est irrigué et ça se passe bien? Une fois qu'on aura stabilisé ça, on pourra peut-être réfléchir à d'autres choses. Et puis, malgré ces 10 personnes qui avaient répondu de manière très agressive, il y en a plus de 100 qui ont dit « merci d'envoyer ce mail ». Mais pas en mail à tous. Ils l'ont envoyé à moi directement. Ouais. Merci, je me sentais seul. Je me demandais si j'étais en train de devenir fou. Non, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas fou. Et le fait de se retrouver, de se serrer les coudes, a donné naissance à un embryon de petites bulles avec d'autres petites bulles interconnectées. C'est le début de Réinfo Covid, qui s'appelait pas Réinfo Covid, mais qui s'appelait Collectif de... J'ai essayé de me souvenir, parce qu'on n'était tellement pas marketing à l'époque que c'était dur de se souvenir. De soignants pour une politique sanitaire juste et proportionnée.
Donc on était modérés, hein, vous avez vu, on faisait pas un nouveau monde, on n'était pas en train de dire que c'était tous des enfoirés à Davos, etc. On voulait juste une politique sanitaire juste et proportionnée. Ça va, jusqu'ici. Puis rapidement, c'était des soignants, mais il y a eu des citoyens. Donc on est devenus des soignants et citoyens pour une politique sanitaire juste et proportionnée. SCPPJC, enfin, c'est imprononçable. Et puis il y a eu des chefs d'entreprise et des artistes. Alors on est devenus des soignants, des citoyens, des chefs d'entreprise et des artistes pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Et ainsi de suite. Des enseignants et tout. Rapidement, il faut qu'on trouve un nom plus simple. Réinfo Covid. Ouais, ça va. Ok, on prend ça. Dans le feu de l'action. Et les bulles sont arrivées avec, au cœur, un rond. Mais ce rond, il est particulier, il n'est pas figuré ici. Mais il est figuré, si vous regardez vraiment les logos de Réinfo Covid, il y a eu une réflexion de fond, hein, quand même. C'est gratter la tête, quoi. On n'est pas une entreprise de conseil. Hein. C'est pas Publicis ou un truc comme ça. C'est les grosses entreprises, vous savez, de pub en France qui font la politique, hein, en fait. C'est eux qui écrivent le scénario à mesure. Hein. Publicis, etc. Et on a dit le rond central. On va reprendre le cercle de l'aïkido. En aïkido, il y a un cercle comme ça. C'est le cercle de la paix. C'est le cercle de la non-violence. De dire, j'essaye de tenir le centre. De me souvenir de quel est le centre. Qu'est-ce que je veux moi? Je ne me fais pas distraire. Je ne suis pas en train de me laisser emmener par chacun des drames qui passent, chaque nouvelle discussion qui est en train d'arriver. J'essaie de savoir qu'est-ce que je veux moi. C'est pas facile, hein. La plupart du temps, on est en réaction. On veut réagir à ce qui est en train d'arriver. On ne sait pas pourquoi. C'est émotionnel. Ça bouillonne à l'intérieur. Mais quand on essaye de mettre des mots, il n'y en a pas. Je suis contre ça. Je suis contre Trudeau. Je suis contre. Je prends des exemples au hasard. Hein. Je suis contre. Je sais pas. Hein, toute référence à quelqu'un de connu est purement fortuite. Hein. Je dis ça pour les caméras, pour la censure, tout ça. Et donc, cette recherche du centre a passé par se réunir, au début dans la salle de staff du service de mon hôpital, avec quelques-uns, et essayer de trouver les raisons d'être. Quelles sont les raisons d'être de notre groupe? C'est pas anodin parce que ces raisons d'être, elles vont guider tout le mouvement. En 3 phrases, en 2 phrases, à l'infinitif, est-ce qu'on arrive à dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a réfléchi, et on a réfléchi en utilisant une technique qui s'appelle l'écoute du centre. L'écoute du centre, c'est quoi? C'est qu'on se met comme ça, assis autour du centre. Le centre, on peut le figurer. On peut mettre un bouquet de fleurs, on peut mettre un tam-tam, on peut mettre quelque chose qui ressemble à notre groupe. Ça aurait pu être les bulles, par exemple. Ou ça aurait pu être une fleur qui symbolise la santé, ou un arbre. Et on va dire chacun comment on voit les choses. C'est pas une discussion. Il n'y a pas de contradiction. On n'est pas en train de discuter. Parce que souvent, on veut discuter. Oui, mais moi, je pense ça. Oh, mais attends, ça va pas marcher à cause de ça. Tais-toi. L'idée, c'est d'écouter les autres. Et donc, l'immense majorité du temps, dans une écoute du centre, vous la passez à fermer votre gueule et à écouter les autres. Sans contradiction possible. Même si à l'intérieur, vous avez envie de dire « Oh non, je dis pas ça !» Ou « Oh ouais, ça c'est chouette !» Non, non, non. Vous vous taisez. Et vous laissez se déposer progressivement au milieu la parole de chacun. Ah, moi je verrais bien qu'on prenne le pouvoir avec l'armée et qu'on chasse les... Ouais, vas-y, pose ça au milieu, ça va. Réinfo Covid, ça pourrait être ça, enfin... Audacieux, ambitieux. Il va falloir trouver des chars. Moi je vois bien que juste on fasse un téléphone où les gens puissent appeler et dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, puissent témoigner, déposer leur témoignage. Et qu'on mette en place une écoute empathique, un peu comme ce que Mukti nous a décrit à travers les mails, pour écouter les histoires des gens, qui n'ont personne à qui les dire. Ok. Et puis, donc il y a soit des projets qui émanent, soit des idées générales sur ce qui arrive. Et les raisons d'être de Réinfo Covid se sont posées comme ça. Ça a été aider tous ceux qui veulent une politique sanitaire juste et proportionnée à se mettre en lien. Aider à mettre en lien. Parce qu'on se rend compte que les gens n'arrivent pas à se retrouver. Que parfois ils vivent à Saint-Adèle, à Saint-Sauveur et juste à côté, mais ils savent même pas qu'ils pensaient pareil pendant le Covid. Ils savent même pas qu'ils ont envie d'autre chose que ce qui est proposé par le gouvernement. Parfois, il faut qu'ils aillent jusqu'à Montréal pour aller à une conférence de Robert Béliveau pour se dire « Ah, mais t'habites à Saint-Adèle aussi? Ah ouais. Ah tiens, c'est marrant. » C'est fou quand même. Donc on a du mal à se trouver. Pourtant, dans un monde d'interconnexion complète, où nos téléphones portables n'arrêtent pas d'envoyer des messages en permanence pour tout notre réseau social.
aider à mettre en lien. Aider nos concitoyens à sortir de la peur et de la colère, parce qu'on pense que tout le monde a peur et tout le monde est en colère. Pas forcément la même peur. Il y en a qui ont peur du Covid, il y en a qui ont peur pour leur grand-mère à cause du Covid, il y en a qui ont peur pour leurs parents à cause du Covid, qui ont peur qu'ils meurent. Mais il y en a qui ont peur de Bill Gates. À mon avis, c'est un peu plus raisonnable, mais je pense qu'il vaut mieux avoir peur de Bill Gates. Très sain. Mais on pense que tout le monde a peur. Est-ce qu'on peut aider à sortir de la peur pour aller vers autre chose, quelque chose qui ne soit pas de la peur? Parce que on sait que la peur amène à des situations de stress qui amènent à la fuite, le combat, ou se figer sur place, tomber, comme raide mort sur le côté. Vous savez, c'est les réactions au stress. Hein. Fight or flight, je me bats ou je m'enfuis. Puis il y en a une troisième, c'est si j'ai aucune puissance d'agir. C'est le cas des petits animaux en général. Je pense les petits chipmunks, là, comment tu les appelles déjà Ouais, les tout petits écureuils là. Les tout petits écureuils. Robert m'a raconté que petit, il s'approchait des arbres et il hurlait ah comme ça. Et pouf, le truc il tombait par terre. En faisant ça. Et c'est comme ça qu'il les attraperait. C'est vrai, hein, tu m'as raconté ça. Ouais. Donc c'est peut-être une tradition au Québec de hurler auprès des arbres. Mais ce pauvre animal, effectivement, a probablement peu de ressources. Et si il se sent agressé par une très grosse bête qui arrive en hurlant, il se couche par terre en faisant semblant d'être mort, en disant bon, peut-être qu'il va me laisser tranquille, quoi. J'ai plus beaucoup d'intérêt. Bon, imaginez que le destin de ce pauvre petit écureuil-là, c'est un peu le destin de nos concitoyens ces 5 dernières années. Hein. Ils se sont couchés par terre et ils se sont laissés mourir en faisant semblant de rien. Comme s'ils étaient déjà morts. Et donc ils vivent comme des zombies, comme des morts vivants, à côté de leur pompe, à côté de leur vie, à côté de leur destin, acceptant tout. Et y compris qu'on leur hurle dessus. Donc, on s'est dit, non, il faut sortir de cette peur et aller vers autre chose. On va trouver une autre valeur, et on a pris une valeur qui est présente chez Aristote, le philosophe, qui s'appelle la phronésis. La phronésis, c'est la prudence. La prudence vue comme l'intelligence du courage. La sagesse contextuelle. À tel endroit, je peux, à tel endroit, je peux pas. À tel groupe de personnes, je peux peut-être dire telle chose. Mais tel autre groupe, il va falloir que je fasse plus attention. Tel autre groupe de personnes, on va pouvoir aller vraiment plus loin. On y va, quoi. Chemtrail, tout ça. Si on veut, quoi. On peut se lancer, quoi. Et ça, c'est la prudence, la sagesse contextuelle. En sachant qu'il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir aller. Parce que j'ai aucune puissance d'agir. Et ça rejoint la non-violence. La prudence et la non-violence, elles vont ensemble. La non-violence, c'est pas une vision idéologique, c'est pas une vision dogmatique. On n'est pas non-violent parce qu'il faudrait être que non-violent. C'est pas la réalité de la nature, c'est pas la réalité du monde. Il y a de la violence partout. Elle suinte de partout dans notre société. Non, il y a un choix volontaire d'essayer de transformer cette violence en autre chose, de la catalyser, de servir soi-même de transformateur, de dire est-ce que je peux laisser traverser cette violence à travers moi et en faire autre chose, en faire du lien. Ok. Il y a une phrase de Marc Aurèle aussi, hein, donc qui a été un des empereurs romains et qui était un sage stoïcien et qui disait Seigneur, aide-moi à changer ce que je peux changer, aide-moi à renoncer sur ce que je ne peux pas changer, et surtout aide-moi à faire la différence entre les deux, que je ne perde pas mon temps et mon énergie sur des choses que je ne peux pas changer, alors même que je pourrais faire tellement de choses sur ce que je peux déjà transformer. J'insiste un peu sur ce point, parce qu'il me semble que dans les dissidents, on va les appeler comme ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient changer le monde, mais qui s'y prennent comme des manches, quoi. C'est-à-dire que si vous allez gueuler contre Bill Gates sur Twitter, à la fin, Walou, hein, on dit chez nous, au sud de la France, nord de l'Algérie, Marseille, vous savez, c'est la première ville d'Afrique du Nord, et on dit Walou, quoi, zéro, il n'y a rien, quoi. Ça ne va pas se passer, ça ne va rien faire. Or, pour réussir à mener une action jusqu'au bout, il faut du retour sur investissement. Combien vous mettez d'énergie pour combien vous en récupérez? Vous vous agitez comme des malades, mais il ne se passe rien, vous allez vous épuiser. Et à la fin, vous serez sur le côté, vous n'aurez rien changé et désespéré. Donc il y a comme des petites victoires, des petits pas à faire, des petites choses à prendre à sa mesure. Aider nos concitoyens à sortir de la peur et sortir de la colère pour aller vers la prudence et le courage. Ah, le courage! Valeur qui a quand même fait défaut chez beaucoup de gens
ces dernières années, quoi. On peut juste le constater. Hein. Moi, je suis dans le non-jugement. Hein. Je vois juste que dans tous ceux qui auraient pu ouvrir leur gueule, il n'y en a pas eu Bezef, quoi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il fallait un certain courage. Ah, mais il faut faire attention, parce que le courage, ça peut aussi être la témérité. La témérité, c'est vous allez trop loin. Vous allez vouloir crier contre le système, mais vous allez vous le reprendre en pleine gueule. Et il va vous terrasser, hein, parce qu'il est plus fort que vous, le système. Et donc, il y a comme des coups de semonce, il y a comme des avertissements qui vous sont donnés. Nous, on a eu plusieurs avertissements. Menace de mort. Voilà. Déclaré mort sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, hein, un jour, je suis de garde à ce moment-là. Et Carole reçoit des coups de téléphone. Ça va, Louis? Ouais. Mais ça va? Ouais, ouais. Il est en réanimation, non? Ouais. Et toi, comment ça va? Comme à chaque fois qu'il est de garde, quoi. Ah, il est pas mort! Parce qu'il y avait une incompréhension mutuelle. Il pensait que j'étais en réanimation comme patient, en train de mourir. En fait, j'étais en train de travailler comme médecin. Donc, il y a eu un petit moment de flou, quoi. Et Carole a vu, effectivement, que sur les réseaux sociaux, il y a marqué Louis Fouché a été écrasé par une voiture, enfin, a eu un grave accident de voiture, etc. Heureusement, la voiture n'était pas la bonne. Donc, elle a dit non, c'est pas vrai. Mais, jusqu'à retrouver de la drogue dans ma voiture, cachée. Tout ça, c'est des signes pour dire attention, jusqu'où est-ce que tu peux aller? Quel est le curseur de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire? Et là, il y a une vraie intelligence stratégique, une sagesse contextuelle, une intelligence du courage à avoir. Ça ne sert à rien d'aller de manière sacrificielle courir au milieu du champ de bataille, se faire défoncer, et ensuite, une fois qu'on est au milieu, dire « Ah, au secours, je me suis fait tuer, au secours, au secours !» Oh, Coco, c'était pas le moment de courir. Il y a des moments, il y a un timing dans la résistance, dans la dissidence. Il y a une organisation méthodique à mettre en place. D'accord, il y a un élan individuel de courage. Mais ensuite, il faut catalyser cet élan individuel par les bulles de serrer les coudes. Tout seul, vous ne pourrez rien. Aussi révolté soyez-vous, tout seul, vous ne pourrez rien. Il faut se mettre avec d'autres gens. Ah, c'est là que l'aventure commence, pour de vrai. Parce que bon, tant qu'on est tout seul, un chevalier solitaire sur sa monture, tout va bien. Mais dès que c'est avec d'autres gens, j'en ai parlé souvent, hein, le PFH, le putain de facteur humain. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir faire avec les autres, quoi. Les autres vont pas au même rythme, les autres pensent pas comme vous, les autres, bah ouais, ce sont les autres, quoi. Heureusement, il y a des dissidents, il y a des marginaux, il y a des déviants dans votre groupe. Et très vite, ça va convoquer quelque chose. C'est que votre groupe a besoin de s'organiser. Il a besoin de structurer comme des sortes de règles du jeu. Comme si ce qu'on était en train de faire, c'était un jeu. Et là, c'est très étrange, parce qu'il y a des groupes qui n'ont pas de règles du jeu et qui pourtant accomplissent énormément de choses. Parce que chacun, individuellement, a la juste posture. Chacun est venu offrir son talent, son travail, pour l'œuvre commune de cette raison d'être que nous avons posée. Dans ces groupes-là, tout se passe bien, c'est fluide, tout va bien. Puis dans d'autres groupes, vous avez beau multiplier les règles, on a le droit de faire ci à tel moment, on n'a pas le droit de faire ça. En permanence, il y a des gens qui vont transgresser, des gens qui vont aller contre le système, discuter pendant des heures pour rien, etc. Ah, les règles collectives que nous nous imposons sont là pour essayer de compenser les failles individuelles de posture que nous avons à l'intérieur. Le groupe est comme un exercice de guérison de nos faillites, de nos traumas, de nos insuffisances, de nos attentes. Nous nous mettons avec les autres comme pour espérer guérir de tout ce qui n'allait pas en nous. Ouais. Je peux vous dire que les groupes Covid ont été des grands groupes thérapeutiques. Hein. C'est pas les alcooliques anonymes, mais quasiment, quoi. Les anti-Covid anonymes. J'ai essayé de ne pas allumer Twitter cette semaine. Bravo! 5 jours sans Olivier Véran. Ou sans... Ouais, ok. J'ai réussi à décrocher. D'accord. Mettre en lien. Travailler sur les valeurs de fond, le courage et la prudence. Et puis ensuite, proposer une autre politique sanitaire. Ok, on peut critiquer la politique qui est en cours. Mais si on ne propose rien,
on est contre le système. Et on en a parlé dans la première conférence avec le terme de résistance. Si je reste dans la résistance, j'ai besoin d'un ennemi. Et donc je vais entretenir mon ennemi. Parce que sans lui, je n'existe plus. Et donc il va falloir que je construise autre chose qui me tient vraiment à cœur, où je vais pouvoir mettre mon énergie créative. Et puis le dernier point, c'était... je me souviens plus. Je vais revenir sur cette idée de proposer une autre politique sanitaire. Proposer une autre politique tout court. On a créé, au moment du Covid, un groupe qui s'appelle Covisoin. Covisoin étaient des médecins, des soignants, infirmiers, aides-soignants, prestataires de services qui amènent de l'oxygène à la maison aux gens, des choses comme ça, en disant, mais au fond, on a ce problème que les gens ne sont pas soignés. Or, on sait comment soigner le Covid. En phase précoce, en prévention, en phase précoce, en phase tardive et en réhabilitation. Et on fait semblant de rien, nos gouvernants continuent de dire paracétamol et bonne chance. Et nous, ça nous semblait un scandale de laisser les gens avec paracétamol et bonne chance. Venez quand vous vous étouffez à l'hôpital. Et de détruire la médecine de santé publique pour engorger les hôpitaux. Et donc, on a proposé d'autres organisations de soins avec Covisoin. Les groupes locaux de Réinfo Covid se sont organisés et ont fourni un médecin qui faisait des ordonnances et des visites. Des infirmiers avec un dossier qu'on avait préparé où il y avait une analyse de la saturation. Vous savez, c'est la quantité d'oxygène dans le sang qu'on a avec une petite pince au bout du doigt pour surveiller ça régulièrement, parce que pour nous, c'était un critère d'alarme précoce très intéressant. Puis d'autres signes cliniques, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'état général. Puis des citoyens qui se sont assemblés parfois pour juste amener des repas aux personnes âgées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont été hospitalisées, pas parce qu'elles étaient très malades du Covid, mais parce qu'elles avaient perdu l'autonomie de pouvoir aller faire les courses et de faire leurs repas, etc. Et puis certains groupes de citoyens qui ont juste passé des coups de téléphone, 3 fois par jour. Comment ça va? Ah, je suis anxieux. C'était une maladie très anxiogène. Toute la charge émotionnelle collective était reportée dans ce moment où, oh merde, je suis positif au Covid, quoi. Est-ce que moi aussi je vais mourir? Et même les gens dans la résistance, entre guillemets, ressentaient cette peur collective, cet égrégore de peur qui avait été créé autour de la maladie. Et donc juste d'être réassuré 3 fois par jour, d'être écouté simplement, c'était déjà thérapeutique. On a fait ça de manière bénévole. On l'a organisé. Il y a eu beaucoup moins de gens que prévu qui l'ont fait. On avait environ 4000 médecins dans le groupe Réinfo Covid en France. Et il y a eu 200 médecins qui l'ont fait. Les autres avaient peur. Peur de prescrire de l'ivermectine, peur de prescrire de l'hydroxychloroquine, peur de prescrire des macrolides, de l'azithromycine ou autre. Et donc n'ont pas voulu jouer le jeu. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il peut. Il y a quand même eu 200 médecins environ, et puis plein de citoyens, plein d'aides-soignants, plein d'infirmiers qui l'ont fait. Et en tout, on a dû soigner presque 30 000 personnes. C'est ni énorme, ni nul. C'est ce qu'on a pu faire nous. Mais je peux vous assurer que quand on a dit on va faire ce qu'on veut, on va arrêter de critiquer, on va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire comme on veut que ce soit soigné. Là, il y a eu une énergie de folie. Il n'y a pas eu besoin d'argent. Il n'y a pas eu besoin de faire des choses très compliquées. Ça s'est fait quasiment tout seul. Et on a soigné le Covid. Il y a un autre groupe qui s'est créé en Suisse et en France, qui s'appelle Soigner Heureux, qui a fait des téléconsultations et mis une holding financière en Suisse pour qu'il puisse y avoir des dons. Et c'était que des dons. Les gens faisaient des dons. On ne payait pas la consultation. Donc il n'y avait pas d'exercice illégal de la médecine. On ne prenait pas de pognon ni rien. Il y avait de la médecine, mais payée sous la forme de dons à une association. C'est pareil, eux ont soigné énormément de gens. Ils l'ont fait, simplement. Ils ne sont pas posé la question. Ah d'accord. À partir du moment où je serre les coudes, où je ne suis pas tout seul, j'arrive à poser une raison d'être en se réunissant et en écoutant les uns les autres. Ces raisons d'être, ces 4 raisons d'être dont je vous ai parlé. Et ensuite, je mets en place des projets en rapport avec ces raisons d'être. Et ces projets vont se réaliser parce que les autres vont aider et apporter des ressources que je n'avais pas. On a besoin des autres. Pour beaucoup de gens, avant-hier, il y a une personne, on discutait de ça tous les deux après la conférence ou juste avant. On disait oui, mais c'est obligé de se faire en société, tout ça. Je disais, je ne vois pas autrement. Peut-être c'est possible autrement, mais je ne crois pas que ce soit possible de survivre à travers tout ce qui se passe tout seul. Ça renvoie à une conversation que j'avais eue avec un ami où je dis pour traverser tout ça, tu penses qu'il faut quoi, quoi. Alors, il me dit 15 000 balles.
des balles en français, il y a un jeu de mots, c'est des euros. Hein, donc 15 000 balles, c'est 15 000 euros. Moi, je comprends ça comme ça. Je dis, à 15 000 balles, bon, c'est pas énorme, c'est une somme, mais ça va, on doit pouvoir y arriver. Explique-moi mieux. Il me dit, non, pas 15 000 balles, 15 000 cartouches. lui, dans son trip à lui, il ne s'agissait pas d'argent ni rien, il s'agissait de survivalisme. Dans mon bunker anti-atomique, avec mes 15 000 balles, ma Kalachnikov, je vais survivre à ce qui est en train de se passer. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu le vois. Ok. Mais là, c'est pas non violent. Ah bah non, c'est pas non violent là. Non, il y a de la violence là, clairement. Mais j'avais beau réfléchir, je me disais, mais je t'écoute. Alors, il avait un traumatisme familial, hein, c'est-à-dire que lui est arménien, il a vu la moitié de sa famille être zigouillée par le joug turc. C'est gravé dans l'épigénétique. Il faut qu'il règle ses comptes, quoi. Donc, je pouvais comprendre quoi la blessure émotionnelle qu'il pouvait y avoir et à quel point il était en train de la revivre et de la rejouer à ce moment-là. Mais en même temps, je voyais ça comme une impasse absolue. Parce que, et quoi, à la fin de tes 15 000 cartouches, on viendra quand même te la voler ta poule. Hein. On viendra quand même te prendre tes tomates dans ton jardin. Tu auras beau avoir tous les livres de permaculture et toutes les kalachnikovs que tu veux, ça se passera pas. Ça doit se passer avec les autres, forcément. Et je me suis souvenu d'un enseignement de mon grand-père, qui était général de corps d'armée. C'est général 4 étoiles en France. Il n'y a pas de plus haut grade à part maréchal, qui est le commandement en chef devant l'ennemi. Donc lui, il avait juste été général 4 étoiles. Et il n'était pas général au départ, il était instituteur. Et il a été mobilisé en 39-45 et il est resté dans l'armée ensuite. Et il m'avait dit, il y a une épreuve pour les militaires, pour les soldats, on leur fait faire un parcours du combattant. Et dans ce parcours du combattant, il y a une règle, c'est qu'ils doivent arriver tout seuls, parfaire leur force, leur musculature, être de plus en plus costauds, porter le barda de 25 kilos, et arriver à passer à travers en rampant sous les barbelés, etc., dans la boue et tout, en gardant leur fusil en état de marche, et à la fin sortir le premier le plus vite possible. Sauf que, il me raconte en rigolant, il y a un piège. Que dans le parcours du combattant, à la fin, il y a un mur qui est trop haut. Vous avez beau essayer de le passer tout seul, vous ne pouvez pas le passer tout seul. Et donc, il y a plein de soldats qui butent sur ce mur en essayant de sauter encore plus, en essayant de s'agripper, en essayant de planter des trucs dedans pour monter, etc. Mais ils ne peuvent pas, c'est trop haut. Parce que le but, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent transgresser. C'est en s'entraidant qu'ils vont réussir à passer ce mur. Ils n'ont pas le droit de s'entraider, et pourtant, c'est en s'entraidant qu'ils vont passer l'épreuve. Il y en a un qui va faire la courte échelle, l'autre qui va monter, l'autre qui va se mettre sur les épaules, l'autre qui va être au-dessus, et puis après il va attraper celui qui était au-dessus, et ainsi de suite. Et ils vont faire un pont comme des fourmis pour réussir à passer. Mais pour ça, ils ont dû dire merde à l'ordre qu'ils ont reçu. Et en fait, c'est ça le bout de l'épreuve du combattant. C'est arriver à dire merde aux contraintes qu'ils ont reçues. Ah, il y a une transgression à faire pour arriver à sortir de ce système. Une transgression, c'est pas rien. Hein. J'ai essayé de garer le camping-car pas exactement comme il faut au camping. Il y a une personne qui est venue, puis une deuxième m'a dit « Vous êtes 1 mètre trop loin quand même ». Puis une troisième, puis à la quatrième, j'ai compris quoi. Compris qu'au Québec, il n'y a pas les flics, mais il y a les autres qui viennent te dire que c'est pas comme ça. La pression des pairs. Ça a l'air fort, hein, je sais pas, c'était peut-être que au camping, mais ça a l'air assez fort. Donc j'ai déplacé mon camping-car. Je l'ai mis comme il fallait. Voilà. Et donc transgresser, ça va être dur, on l'a vu. Transgresser quand il s'agit de porter le masque, même si on sait que c'est une hérésie, même si on sait que c'est délirant, même si on étouffe derrière, magasiner ses courses. Magasiner sans le masque, il faut déjà avoir le cœur bien accroché. Hein. C'est dur. Et ça commence à battre dans le cœur, même avant que qui que ce soit vous parle. Vous regardez le visuel de « mets ton masque à l'entrée », le pouce-mousse de gel hydroalcoolique, et ok, si je veux faire mes courses, il va falloir que je mette ce masque. Quoi. Et donc il y a comme une transgression à faire. Et la transgression, ça part toujours d'individus. C'est pas le groupe qui transgresse. C'est jamais le collectif, c'est jamais les bulles ensemble interconnectées. C'est des individus qui disent « je ne suis pas d'accord ». Juste à côté de chez moi, il y a un terrain vague avec deux énormes immeubles. Et ce terrain vague est au bord de la forêt, c'est magnifique. Mais le terrain vague, c'est un terrain vague.
et la moitié de la copropriété des 2 immeubles voulait vendre le terrain vague pour faire un 3e immeuble de 40 étages. Et l'autre moitié ne voulait pas. Et ça faisait quelques années que c'était en conflit, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Il y a 3 personnes, pas 10, pas 100, pas 1000, 3 personnes qui sont descendues et qui ont commencé à planter des arbres dans le terrain vague. Des gens sont venus, ont arraché les arbres. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit de planter des arbres. Ils sont retournés la nuit, ils ont planté des arbres. Et puis, on est allé chercher de l'eau, parce qu'il fallait de l'eau pour irriguer le jardin. Et il y avait au-dessus une petite rivière qui coule. On n'a pas demandé à la mairie. Hein. Là, en France, on y serait encore, 15 ans plus tard. Je peux vous dire qu'avant d'avoir l'autorisation administrative de faire un truc, c'est compliqué. Et donc, on est parti la nuit avec une lampe frontale, des pioches, et on a creusé, et on a mis des gueuses et des tuyaux, et on a pris de l'eau dans la petite rivière à côté pour irriguer le jardin. On a transgressé. On n'avait pas le droit de le faire. Mais pourtant, on l'a fait. Et le jardin est devenu inconstructible. Il n'y a plus d'immeuble qui est possible. Ceux qui voulaient construire l'immeuble ne peuvent plus construire d'immeuble. Au moment du Covid, tous ceux qui voulaient des immeubles en plus sont venus dans le jardin. Ils ont heureusement qu'on a cet espace de paix alors qu'on est confiné, etc. Il y a eu des conférences à cet endroit-là. Il y a eu un boulodrome qui s'est installé, quoi. Le summum à Marseille, vous imaginez jouer à la pétanque. Voilà. Enfin, il y a un boulodrome. Il y a eu des fleurs de partout. Les personnes âgées qui étaient toutes seules en train de regarder la télé, en fait, sont descendues et se sont mis sur des bancs. On regardait les gens, on dit tu devrais faire ci ou ça. Elles n'ont pas fait grand-chose, mais elles étaient là. Les enfants, il y a eu des jeux pour les enfants qui ont été installés. Et tous les enfants sont venus jouer plutôt que de jouer à la console et d'être derrière leur frigo et leur monde numérique. Ils sont venus se dépenser dans ce jardin. Et c'est une oasis, c'est comme un poumon de régénération à l'intérieur de cet espace. Un jardin partagé. Mais ça part d'une transgression et de quelques fous motivés, qui ont ensuite réussi à assembler autour d'eux, par porosité, d'autres personnes qui sont venues chacun mettre ce qu'ils pouvaient mettre. Qu'est-ce que peuvent mettre les autres? Souvent, dans les collectifs, on va avoir une sorte d'attente sur l'autre. C'est moi qui fais tout, j'en peux plus, j'ai tout fait, j'ai tout fait. À la fin, on est comme ça sur le canapé, j'ai tout fait, quoi. J'étouffe, j'ai étouffé sur le canapé, c'est une expression. Et il a tout fait, quoi. Et ça peut finir en burn-out. Et toute l'association s'éteint, ou tout le collectif s'éteint. Donc il y a une nécessité de trouver comment faire pour que les énergies qui viennent, même si elles ne sont pas exactement articulées et en résonance exacte avec ce que je veux faire, trouvent à réaliser quelque chose. Et en même temps, ces énergies peuvent être dangereuses. Si quelqu'un arrive dans Réinfo Covid et dit « moi je veux prendre des chars et aller prendre le pouvoir », il nous met en danger. Et donc dans un collectif, il y a besoin de critères d'inclusion et de critères d'exclusion. Très difficile là, pour les gens dans la résistance, parce qu'il y avait comme une idée d'accueil inconditionnel, de vouloir accueillir tous ceux qui venaient. Sauf que vous avez des gens qui viennent et qui vont foutre en l'air votre groupe. Et donc il faut réussir à s'en protéger. Et c'est le principe même d'une institution, comme elle commence à se structurer, c'est qu'elle est capable de dire non. Non, c'est pas le juste endroit, c'est pas grave. Tu peux te mettre ailleurs et faire autre chose. Et nous, on a dit non à plein de projets dans Réinfo Covid, en disant c'est pas nos raisons d'être. Mais c'est pas grave. On va vous aider à émerger. On va vous aider à faire quelque chose. Mais c'est pas nous. Il y a eu des gens qui ont fait des listes politiques aux élections municipales et régionales. Ça s'appelait Un autre monde. N-O-T-R-E. Un autre monde. Il y avait un jeu de mots sur autre et notre. Et nous, on avait dit on ne fera pas de politique. Ça ne nous intéresse pas. Mais les gens étaient motivés, ils avaient envie de le faire. On les a aidés, on leur a donné des éléments de gouvernance partagée. Ok. Donc c'est comme si chacun avait besoin de trouver sa juste place, et en fait chacun l'a directement. Je pense notamment à 3 typologies de personnalités qui sont très intéressantes, qui sont le déviant, l'opposant et le marginal. Dans un groupe, vous avez quelqu'un, il va toujours être à l'inverse de ce que vous vouliez faire. Il va être opposant, il va dire non, ça je veux pas, c'est compliqué. Mais lui, il est d'une richesse inestimable. Il vous aide à comprendre quelle est la cohérence interne de votre groupe. Est-ce que vous avez tissé au sein de votre collectif une cohérence suffisante pour survivre à ce qui est en train de se passer? Il y a beaucoup de collectifs qui se sont assemblés au moment du Covid à cause de la pression extérieure du totalitarisme. Ils sont arrivés, ça leur a appuyé dessus, ils se sont mis ensemble pour se protéger les uns les autres. Et puis quand ça a diminué un peu, le QR code s'en est allé, les masques s'en sont allés, le collectif s'est évaporé, il est parti en morceaux.
Et il y en a d'autres, au contraire, quand la pression a diminué, ils ont commencé à ouvrir une antenne comme ci, une autre antenne comme ça. Ils ont commencé à s'intéresser à faire ci, à faire une université, à faire une chaîne de télé, je sais pas quoi. Ils ont eu plein de possibles. Justement, parce qu'il y avait moins de pression, ils ont comme eu des nouveaux fruits. Mais c'est parce qu'ils avaient tissé à l'intérieur une cohérence suffisante. Pour moi, les raisons d'être doivent être bien posées parce qu'elles participent de cette cohérence intérieure qui va permettre au groupe de traverser le temps et de donner l'énergie à chacun de réaliser ses projets. Un autre élément très important dans cette idée de serrer les coudes, c'est celui de la célébration. C'est quoi? C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Au fond, peu importe ce que je vais vous dire, je suis bavard, je pourrais parler pendant 4 heures sur les collectifs si vous voulez, hein, mais c'est pas ça le plus important. Peut-être que la plupart d'entre vous retiendront que quelques mots-clés, quelques mots qui ont fait résonner à un moment quelque chose. L'ensemble du discours, je sais plus trop, quoi, ça parlait des collectifs, de Réinfo Covid, etc. Mais ça m'a touché. La célébration collective, c'est quoi? C'est de se réunir ensemble et de célébrer quelque chose. Qu'est-ce que vous célébrez? Il y a un vrai choix. Vous faites venir quelqu'un qui vous parle du Covid en disant c'est terrible, on va tous mourir, la mafia internationale mondialiste a pris le contrôle sur nos vies et tout ça. Bon, on ressort tous plombés, quoi. On rampe jusqu'à chez nous en tremblant, on dit bon, à quoi bon continuer, quoi. Ou alors, au contraire, on célèbre la joie, la beauté, il y a du violon, il y a de la poésie, il y a des prophéties qui nous rappellent peut-être à quelque chose de plus grand et de plus beau. Et on ressort tous avec de l'énergie qui est remontée, comme si les piles avaient été rechargées. C'est précisément la fonction de la célébration collective. Recharger les piles individuelles. Nous avons besoin de célébrer et de se réunir. Ce genre de réunion est juste nécessaire. Alors les religions l'avaient compris, hein, et on vous traînait à la messe tous les dimanches. Mais c'était pas pour rien. Il y a plein de gens qui vont à la messe, ils savent pas très bien, ils comprennent rien à ce qui se dit, mais ils ressortent, ils ont de l'énergie. Et on a eu cette phrase très étrange qui est arrivée un jour. Quelqu'un nous a dit « Ah, je regarde tous les conseils scientifiques indépendants. » Le CSI, peut-être vous avez entendu parler, c'est un groupe qu'on avait fait de scientifiques, chercheurs et de médecins indépendants des conflits d'intérêts. Et on avait une émission tous les jeudis soirs. C'est volontaire, hein, que ce soit tous les jeudis soirs, un rendez-vous. Quelqu'un qui et je dis ah bon, vous participez, vous regardez tous les CSI? Ah ouais. Pour moi, c'est comme la messe. Je comprends rien, mais ça me fait du bien. Un peu. Au début, j'étais étonné, quoi. On s'emmerde à essayer de trouver des statistiques, de faire lire des articles scientifiques et tout. En fait, c'est pas ça le plus important. Non, c'est le fait d'être là. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ne regardent plus le Conseil scientifique indépendant, mais qui savent c'est là. Et comme c'est là, ça va. Le monde tient le coup. On n'est pas encore complètement foutu. Alors, cette idée de célébration collective, on pourrait aller très loin, mais peut-être retenir 3 choses. Qu'est-ce qu'on y met? De la beauté, de la joie, quelle intention? Est-ce qu'on met des fleurs? Est-ce qu'on met un décor? Est-ce qu'on met de la musique? Est-ce qu'on est dans un bel endroit? Ou est-ce qu'on est au fin fond d'un préfabriqué, dans une zone industrielle ou d'une cave? Ça, c'est nous. Ça, on a une liberté là-dedans. Qu'est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on va redire encore toutes les peurs qu'on a? Mais dire la peur, et collectivement, n'annihile pas la peur. Elle la multiplie, elle la démultiplie, elle la transmet les uns aux autres comme un virus. Donc c'est pas comme ça qu'on résout la peur. C'est pas dans une célébration collective. Et là, il y a une vraie errance. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui, en fait, sont en train de célébrer tous les jours le monstre dont ils ont peur. Tous les jours, ils réitèrent la terrible machine totalitaire qui est en train de les détruire. Sans jamais esquisser le moindre espoir. Hein. Ils sont comme dans un geste autistique. Vous savez, les gestes des autistes. Il y a plein d'autismes différents. Peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont atteints de troubles du spectre autistique. Je m'excuse auprès d'eux. Mais il y a l'autisme tel qu'on se le figure, de manière un peu image d'Épinal. Vous savez, c'est cette jeune personne qui a des stéréotypies, des mouvements qui sont toujours les mêmes. Et des écholalies. C'est pour la vidéo spécialement, pour les fact-checkers. Ouais. Ils pourront s'en donner à cœur joie. Faut leur donner un truc, quoi. Et c'est pas pour rien. C'est qu'au fond, probablement, toutes leurs terminaisons nerveuses sont inflammatoires. Le monde entier les agresse en permanence. Le regard de quelqu'un, la sensation de l'air sur leur peau est une agression. Et il faut trouver comme un espace de sécurité. Un espace, un endroit où on puisse retrouver quelque chose de la sécurité du ventre de maman.
Et cet endroit, c'est un endroit où il y a des répétitions, des choses qui reviennent à l'identique. Ça peut être des gens. Les gens qui reviennent à l'identique sont ce qu'on appelle des figures d'attachement. Ou ça peut être des gestes, des célébrations. Beaucoup de gens finissent par se réfugier dans un rituel autistique, tellement le monde est dangereux. Pensez aux jeunes qui passent leur vie sur leur téléphone à faire le même swipe, le même scroll là, de leur TikTok. C'est un geste autistique. C'est un geste répétitif. Ça a à voir avec la masturbation, hein, c'est la même chose. C'est se réfugier à l'intérieur comme ça, parce que le monde fait peur. Et ils vont créer des figures d'attachement perverses. C'est-à-dire qu'ils vont créer des monstres qui vont être, au fond, tant qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas sur moi. Tant que Klaus Schwab est à Davos, j'ai rien à faire de spécial, je ne suis pas convoqué au combat. Je peux le maintenir à distance. Tous les jours, je vais parler de Bill Gates, de Klaus Schwab, de je sais pas qui. Ça va, ils sont là-bas. Mais ça devient paradoxalement mes figures d'attachement. Je ne peux plus m'en séparer. Et je ne peux plus les transformer. Il faut qu'ils soient à l'identique, toujours de plus en plus gros, avec de plus en plus grosses griffes, de plus en plus gros crocs, des ailes et des écailles dangereuses. Je ne peux pas les vaincre. Je ne peux pas les vaincre parce qu'ils sont les monstres qui circonscrivent mon domaine de sécurité. Il y a toujours des monstres à la périphérie de notre monde, de chacun de nos mondes à nous. Des choses qui nous font peur. C'était vrai déjà dans les temps anciens. Hein. Dans les cartes anciennes, peut-être vous savez, il y avait les terres connues qui étaient cartographiées, puis il y a les terres inconnues, terra incognita. C'était blanc. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'Atlantique? Bon, le Québec maintenant on sait, mais avant on ne savait pas. Il y avait une terre inconnue, quoi. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et dans la mer, il y avait des monstres, des énormes poissons, des sirènes avec des grandes dents, des trucs comme ça. Peut-être qu'il y avait le monde qui tombe, quoi. Il fallait des monstres pour comme garder la porte du monde connu et ne pas pouvoir en sortir, parce que c'est dangereux d'en sortir. Il y a un lien entre ce que je viens de vous dire et l'idée de la transgression. La transgression, c'est faire face aux monstres et sortir de votre monde connu pour oser aller chercher quelque chose de différent. Mais ça prend du courage, ça. Et ça prend du soutien par les autres. Ça prend de s'entraider. Ok. Alors, je sais pas, on arrive doucement, tu me dis le timing, je ne veux pas dépasser trop. Hein. Je vais vous parler d'autre chose. C'est que cet espace de sécurité si important, je vous l'ai montré comme quelque chose de potentiellement dangereux, enfin, où on pourrait rester enfermé. Un espace de repli autistique. Ce qu'ont vécu nos contemporains, hein, ils sont restés dans un mantra, non, tout va bien, je vais bien. Ouais, le gouvernement dit la vérité, tout va bien. Les médias disent la vérité, c'est très bien. Ils savent que c'est faux à l'intérieur. Ça bouillonne dans les tripes, ça bouillonne dans le cœur. Mais dans la tête, ils arrivent à construire une rationalité morbide. Ils arrivent à construire comme une pseudo-cohérence. Et ils sont aidés par les fact-checkers, ils sont aidés par les médias. Ils leur disent, ouais, c'est normal, il y a plus d'infarctus parce que les gens, ils prennent trop d'énergie pour se lasser les chaussures. Vous avez entendu ça quand même? Ah bon? Le jardinage, c'est très dangereux pour les personnes âgées. Ah bon? Depuis quand? Manger des pâtes. En Italie, il y a eu ça. Manger des pâtes peut donner des infarctus. Oh, purée, on mange tous des pâtes. Et il y a eu ça, hein. Ça, nous, on en a eu plein. Hein. On a un festival, on les a gardés pour Collector, pour le musée. Je vous fais part de ça tout de suite parce que j'y pense. Je crois qu'il est très important de faire un musée du Covid. Qu'en plus, on peut peut-être faire beaucoup d'argent au passage. On aura beaucoup de visiteurs. Et ça se trouve, le ministre de la Culture viendra couper le truc comme ça et on aura des subventions publiques. Génial, quoi. Avec un matos à l'intérieur du musée, mais grandiose, quoi. Hein. Je veux dire, toutes les pancartes, les masques, vis ma vie, reprends-toi une amende de 125 €. Vous, c'était 4 000 $, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Reprends-toi 4 000 € d'amende, tac, discute avec nos résistants. Et à la fin, psychothérapie collective. Hein, des bancs de psychothérapie pour chacun, quoi, en sortant du musée. On pourrait faire un truc super. Et s'il y a des gens qui ont des idées entrepreneuriales, je pense que vous pouvez le faire. Donc je vous parlais des monstres, je vous parlais des terres connues, je vous parlais du repli autistique, je vous parlais des certitudes et des répétitions et des figures d'attachement toxiques dans lesquelles on s'enferme pour espérer survivre à travers ce monde chaotique. Et que ça prend du courage et ça prend de l'entraide pour arriver à sortir et ça prend de la transgression. Ça prend de la transgression qui consiste à refuser les ordres qui nous ont été donnés. Et pourtant, il y a besoin de ce moment de célébration qu'on est en train de vivre comme un envoi. C'est pareil, si vous vous souvenez, pour ceux qui allaient à la messe petit ou qui y vont encore, à la fin d'une messe, il y a un envoi. Vous êtes envoyé en mission. Vous êtes là pour évangéliser, vous êtes là pour... On est dans une chapelle, mais ça n'a rien à voir.
Mais il y a un envoi, il y aura un envoi à la fin de cette histoire-là, de cette journée aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire après? À quoi j'ai envie de donner mon énergie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, il y a comme une recherche personnelle à faire. Parce qu'on vibre pas tous au même endroit pareil. Il y a des gens, ils ont de l'énergie et de la joie quand ils sont contre le système. C'est mon avocat, par exemple. Mon avocat, il fait un procès et je m'excuse auprès de lui. Ouais, c'est Ludovic, il s'appelle. Donc Ludovic voulu lâcher la muselière. Il y va, quoi. Et attaque Ludo. Et il adore ça, quoi. À la fin, il revient. Je l'ai mordu. Il a arraché un morceau de fesse à l'ennemi, à Monsieur Marquis. Un CF, la procédure en cours. Et donc là, il en faut, quoi, de ça. Moi, j'ai pas du tout d'énergie pour ça. Ça me nourrit pas, je me sens pas. Mais lui, il est joyeux. À la fin de la journée, il est content. Ça. Donc il y a des gens, ils ont besoin de ça, d'être contre. Ça leur donne, ça les galvanise. Super. Ils sont hyper nécessaires, ceux-là. Parce que c'est dur d'être contre. C'est dur, c'est pas payé en retour. Il n'y a personne qui vous dit merci. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Et pourtant, ils viennent comme donner des grands coups de marteau dans la tour d'ivoire du système. Bam, 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 ils tapent sur l'institution. Et à force de donner des coups de marteau, à la fois ils se reprennent le retour dans le bras, hein, ça fait mal. Mais à la fois ils trouvent des trous, ils trouvent des brèches. Il y a des endroits où il y a des failles, il y a des mensonges, quoi. Bam, les RKI files, bam, les Fauci files, bam, je sais pas quoi. Il y en a des mensonges. Et donc il faut les ouvrir, il faut gratter dedans. Parce que petit à petit, la forteresse, elle est de moins en moins solide. Puis il y en a d'autres, ils ont de l'énergie en expérimentant de l'alternative. Eux, c'est bon. Ils ont compris, merci. Tout ça est une illusion, Maya, voilà. Toc, je sors de ce grand jeu de dupes, je vais aller construire ce qui me fait plaisir. Je vais faire une école démocratique, une école Waldorf Steiner, une école Montessori, de l'école à la maison bien structurée, etc. Et je vais faire un système de santé différent, je vais faire Covid soins, je vais ouvrir une maison de santé intégrative. Très bien. Je vais faire de la gouvernance partagée au sein de mes collectifs. Ils jouent avec de l'alternative. Eux, ils sont à côté du système. Il faut faire attention. Parce que s'ils vont trop loin, il y a un fil de rappel élastique. Hein. Le système les rappelle à eux. Hein. Nous, on a eu des collectifs comme ça qui ont essayé de s'enfermer dans la forêt, de brûler leurs papiers, etc. Ça n'est pas passé tout seul. Hein. On leur a pris leurs enfants, ils se sont retrouvés en tôle, etc. Faut faire attention. Hein. Nous faisons partie de cette société. Elle est cousue en nous. Qu'on le veuille ou non. Mais l'alternative, elle ouvre un répertoire de possibles. Elle vient comme nous donner tout plein d'idées. Alors là-dedans, il y a à boire et à manger. Hein. Vous allez avoir des foufous barrés, peace and love, et puis vous allez avoir des trucs qui tiennent la route, d'autres. Il y aura de tout. C'est intéressant. C'est comme l'énergie de l'enfance, qui retrouve sa capacité à rêver et à créer. Peut-être vous savez que si vous donnez un trombone à un enfant, versus un trombone à une personne de 80 ans, et vous leur dites qu'est-ce que tu peux faire avec ce trombone? Personne de 80 ans dit bon, je peux accrocher des feuilles ensemble, quoi. Voilà. L'enfant dit ah, regarde, je peux faire une petite poupée. Tiens, regarde, je peux me gratter l'oreille. Tiens, je peux me gratter le nez. Tiens, j'ai une autre usage, c'est de réparer mes lunettes un peu quand elles sont foutues. Ah oui, je pourrais aussi écrire avec sur des rochers. Et puis tiens, je peux en faire un petit mât et un panneau solaire, enfin un truc, un gnomon pour un cadran solaire. Bref, l'enfant, il a un répertoire de possibles à partir de ce que vous lui donnez, où il va réussir à le tordre, à le détordre, à le changer. Donc ceux qui sont dans l'alternative, c'est comme des enfants qui arriveraient à tordre, détordre, changer, chercher ce qui est possible à partir de la contrainte qui est imposée. Contre, en dehors, à côté. Et puis ceux qui sont dans le système. Dans le système, ceux qui sont dans l'institution. Ils sont profs, ils sont instituts, ils sont chefs d'entreprise, ils payent des impôts, ils font comme on leur demande depuis des années. On en a eu à la conférence l'autre jour à Gatineau, il y a des gens qui étaient au cœur du monstre, hein, au cœur du thermonucléaire, du système de santé, etc. Ils étaient à la conférence, ça fait plaisir. Et eux, ils avalent des couleuvres. Hein. C'est-à-dire qu'on leur demande de tenir les murs d'un truc qui s'effondre, avec des mensonges de partout. Mais ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils ne pourraient pas mettre des pailles dans l'engrenage. Pendant le Covid, il y a plein d'instituts en France et de profs qu'on dit aux élèves, tu mets ton masque, tu ne le mets pas, moi je m'en fous, hein, je ne suis pas flic. Tu fais ce que tu veux dans ma classe. Et il y a plein d'élèves, ils ont baissé leur masque. Il y a plein de médecins en France, d'infirmiers, qui ont dit, tu as besoin d'un pass pour travailler? Ok, on va faire ce qu'il faut. Ouais, tu seras vacciné. Voilà. Tu auras le papier comme tu dois l'avoir. Après, ce que tu as dans le sang, ça regarde que toi.
Et ils ont fait des faux. Et heureusement, ça a permis à plein de gens de continuer à travailler, de faire leur boulot, de continuer à contribuer à la société, de survivre. Et donc il nous en faut des gens qui sont à l'intérieur du système. Parce que eux, ils mettent des pailles dans l'engrenage, et en plus, quand il y a des énormes brèches faites par ceux qui tapent contre dans la tour d'ivoire avec leur marteau, ils vont prendre dans l'alternative et vont dire « Et si on essayait ça au sein de l'institution ?» Il se trouve que je suis conseiller régional, je claque dans les doigts, je peux faire passer toutes les cantines du canton en bio. Ok, c'est moi qui dois signer ce papier. Heureusement que je suis là. Parce que je vais pouvoir faire passer toutes les cantines du canton en bio et on va arrêter de manger de la merde. Enfin, de faire manger de la merde aux enfants. Et profondément, et il y a une quatrième dimension d'agir, qui est d'être les témoins, de raconter l'histoire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des gens, ils agissent jamais, hein, ils veulent pas être contre, ni essayer l'alternative, ils sont dans le système tranquillement, mais ils veulent pas le transformer. Par contre, ils regardent, ils se souviennent, et ils racontent, ils parlent, ils créent du lien les uns avec les autres. Certains ont écrit des livres. En France, je pense à Elsa Ruyère qui a écrit des livres sur les suspendus. À Fabien Moine qui a fait un film sur les soignants suspendus où j'ai eu la chance de participer, qui s'appelle Suspendus des soignants entre deux mondes. Tout ça, c'est des témoins, c'est des gens qui racontent l'histoire telle qu'on est en train de la vivre et autrement que ce qui est raconté par Wikipédia et par Google et par ChatGPT et par les médias dominants. Probablement, on a ces 4 dimensions en chacun d'entre nous. On est tous un peu dans le système, d'une manière ou d'une autre, contre le système à d'autres endroits, en train d'essayer de l'alternative sur certains sujets. Moi, j'essaie de manger sans gluten. Voilà. Mais bon, par ailleurs, je mange des pizzas. Hein, mais je fais ce que je peux. Hein. Et, on va devoir composer avec l'incohérence. Et raconter l'histoire qui est en train de se passer. Et là, il faut trouver où est-ce qu'on a envie d'agir. Où est-ce que ça fait oui à l'intérieur. Où est-ce que ça pétille. Où est-ce qu'il y a des bulles un petit peu là, comme l'eau pétillante. Et pour ça, il y a besoin d'espaces de ressourcement où je peux m'interroger sur où je suis. Ces espaces de ressourcement, ça va nous ouvrir un peu à la discussion qu'on va avoir ensuite. Dans 1984 de George Orwell, vous vous souvenez que tout le totalitarisme est basé sur l'atomisation des individus. C'est Hannah Arendt qui en parle aussi, hein, le fait que les gens soient seuls, soient des atomes, ne soient pas reliés, ils ne forment pas des molécules entre eux, ils ne forment pas des bulles qui sont couplés les uns avec les autres. Et que ces atomes, en plus on leur change leur langue, il y a la novlangue. Les mots ne désignent plus des choses réelles. Puis ils peuvent être vaporisés d'un coup, disparaître. On en reparlera aussi. La vaporisation des suspendus. D'un coup, ils n'existaient plus, on n'avait pas le droit d'en parler. Ils sont revenus, on n'a toujours pas le droit d'en parler. Et puis la disparition de l'intime. Ah, c'est là-dessus que je voudrais finir. On est dans un monde qui confond l'espace public et l'espace privé. Il y a comme une indifférenciation entre l'espace public et le privé. J'en ai parlé dans d'autres conférences. Cette idée d'indifférenciation, elle est présente chez un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un philosophe du pouvoir et du totalitarisme, qui dit qu'une des signatures du totalitarisme, qu'il soit soviétique, qu'il soit nazi, qu'il soit covidiste, c'est l'indifférenciation. C'est le fait qu'on ne fait plus la différence entre des secteurs qui normalement étaient reconnaissables l'un de l'autre. Les enfants, les personnes âgées, c'est pareil. Le public, le privé, c'est pareil. L'homme, la femme, d'aller à Montréal, pas sûr. C'est spécial, fact-checker. Mais c'est une religion, hein, là, le wokisme. Mais ça participe de cette indifférenciation. Et dans ce moment d'indifférenciation, il y a comme une régénération des possibles en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si on avait composté notre société, comme si nos institutions, nos répétitions institutionnelles, autistiques, l'État, le système de santé, la monnaie, etc., l'école, c'est des répétitions, c'est des piliers, c'est des trucs qui tiennent notre maison commune, étaient en train de s'effondrer. Et ils sont en train de s'effondrer et on est tous perdus. Et on cherche à reprendre. Il y en a qui se cramponnent à ce qui est en train de s'effondrer. Ils restent comme ça. Ouais, l'école c'est bien, ouais, on leur met de la merde dans la tête, mais c'est bien, on continue. L'école c'est génial, l'école c'est génial. Ou ouais, le système de santé c'est super. Ouais, on t'injecte des trucs, c'est parce que t'es malade, on sait pas ce que c'est, mais non, c'est super. Ils se cramponnent. Ils se cramponnent comme sur un bateau qui était en train de se fracasser sur les rochers, avec tous les morceaux du bateau qui sont en train de partir à la mer. Puis eux, ils se cramponnent au mât, mais le mât il est plus accroché à rien. Ils se cramponnent. Ah ouais, le gouvernement a raison, quoi. Ah ouais, d'accord, si tu veux. Et vous seriez dans l'eau, dans la tempête, vous direz, viens, c'est mieux. Non,
Non, non, il va falloir construire un radeau, hein, pour donner envie aux autres de sauter dans votre radeau. Sinon, il y a des chances qu'ils disent non, mais t'es gentil, toi tu vas te noyer, moi j'ai encore au moins un morceau d'épave, quoi. Et donc, il va falloir reprendre des morceaux de cet esquif qui est en train de se déconstruire de tous les côtés, et comme construire des bulles de cohérence, des bulles de régénération, des espaces de célébration collective, de joie, de paix, de liberté, de beauté, de partage, de poésie, d'amour. Ah, un gros mot, on n'a même plus le droit d'en parler. Pour redifférencier progressivement notre société et lui permettre de retrouver justement des piliers institutionnels dans lesquels elle peut vivre. Mais pour ça, il y a une régénération à faire dans cet espace intime. L'espace intime, je reviens à 1984, on a fini, c'est ça? 2 minutes, parfait. L'espace intime, il veille au grain, André, je peux vous dire que ça rigole pas. Hein. En France, c'est le bordel. Hein. Mais alors, au Québec, on ne dépasse pas son temps. Voilà. Et donc, Winston, qui est le héros de 1984, est dans son appartement et on lui donne de l'alcool pour se biturer, quoi, une mauvaise alcool qui le rend malade. On donne des cigarettes qui le rendent malade. Il n'est pas bien. Et le télécran, un écran, en permanence le regarde. Le regarde et en même temps lui prescrit des choses. Lui dit tu dois faire ta gym. C'est l'heure des 2 minutes de la haine. C'est l'heure de faire ci, de faire ça. Et il sait qu'il est scruté, qu'il est observé, qu'il est dans un monde panoptique. Et que s'il ne fait pas exactement comme il faudrait, on va potentiellement le vaporiser ou le remettre au pas. Et il est à ce point scruté qu'il arrive à oublier qu'il a sa pensée propre. Il rentre dans ce qu'il appelle la double pensée. Oui, j'aime Big Brother. Parce qu'il sait que s'il pense « j'aime Big Brother », il n'aura pas de mimique qui le trahit. Il n'aura pas de mouvement qui pourrait faire qu'il sera trahi. Et donc, il se met à penser comme il faut. Et puis, il y a un moment très étrange dans 1984 où il s'aperçoit que le télécran a un angle mort. Un scotome. Vous savez, un scotome, c'est au milieu du regard, un endroit où j'ai une tache aveugle. Je ne vois pas. Et Big Brother a une tache aveugle, un scotome, au plein milieu de son regard. Un endroit où il ne voit pas. Et Winston se met dans cet angle mort. Il se pose et il s'aperçoit qu'il n'est plus regardé. Et comme il n'est plus regardé, il peut penser librement. Il peut rêver librement. Il peut agir librement. Et il se met à écrire, à raconter son histoire. Il se met à rêver. Il se met à aimer. Ah! Et il y a une histoire d'amour extrêmement charnelle hein, dans 1984. Une rencontre physique même. Et ça, pour moi, ça correspond à comprendre qu'aujourd'hui, on est comme poussé dans une société panoptique en permanence. Une société où on est scruté en permanence, ne serait-ce que par vos téléphones portables. Vous savez qu'en France, maintenant, il y a une loi qui est passée. La police peut vous écouter et vous regarder quand elle veut, sans vous demander, sur vos téléphones portables. Elle le faisait déjà. Hein. Maintenant, elle a le droit. La NSA le faisait déjà. Mais ils ont le droit, maintenant. Et c'est dans vos poches. C'est chez vous. C'est en permanence. Vous êtes scruté en permanence. Comment faire pour retrouver ce scotome, cet espace libre où je peux agir enfin de manière libre, me mettre à rêver et à aimer, retrouver en fait de la fécondité. Parce que tant que vous êtes au vu et au su du système, vous n'avez aucune fécondité, vous ne pouvez rien créer. Vous êtes pris dans les raies du filet du système. Vous ne pourrez pas mettre en place d'alternatives. Tout vous indiquera que c'est impossible. Vous ne pourrez pas transgresser. Donc il y a comme un besoin de retrouver l'intime. Il y a beaucoup de gens là qui essayent de résoudre leurs conflits par Twitter interposé, et y compris dans la résistance. Je vois des gens en France qui m'invectivent par Twitter interposé en disant « Oui, tu n'as pas parlé de ça, tu es un faux résistant. » Vous pensez qu'on va résoudre sur Twitter? Moi, la seule meilleure option que j'ai, c'est juste de ne pas répondre. Si je me mettais à répondre, on rentrerait dans un conflit public. Et nous, on a une expression, hein, on ne lave pas son linge sale en famille. On lave son linge sale en famille. On ne lave pas son linge sale en public. Ok ? Et ça, je crois que c'est hyper important d'essayer de retrouver des espaces intimes, de confiance, de secret, de discrétion, où il n'y a pas besoin de dire à tout le monde ce qu'on va faire. La plupart du temps, quand vous annoncez quelque chose, c'est une naissance. Traditionnellement, dans les grossesses en France, on n'annonce pas tellement à la famille, au moins avant le 3e mois. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une fausse couche précoce, un avortement, qu'on change d'avis, et qu'on ait dit à tout le monde, on va avoir un bébé. On attend d'être un peu sûr de son coup.
Parce que ce serait dur de revenir en arrière. Au Vietnam, où j'ai pu travailler pendant 6 mois, j'avais été convié à un baptême. C'était au bout d'1 an, l'enfant recevait un nouveau nom. Pendant 1 an, il avait un nom qui n'était pas le bon. Et son nom correspondait à petit gros, quoi, ou un truc comme ça. Je dis, oh, c'est bizarre comme nom, quoi. Et oui, c'est pour les démons. Comme on l'appelle petit gros, ils vont pas s'intéresser à lui, etc. Et au bout d'1 an, quand vraiment il aura survécu, là, on lui donnera son vrai prénom. Et on l'annoncera à tout le monde, et il y aura une grande fête où on invitera, y compris Fouché ou je sais pas qui. Parce que c'est le moment où, ça y est, il va participer au monde pour de bon. C'est pareil pour vos projets. Veillez à ce qu'ils soient discrets, surtout dans le système tel qu'il est. Et de la prudence, c'est la moindre des prudences. Faites-les avancer tranquillement, à l'ombre, comme une graine qui mûrit doucement dans un repli de la terre. Elle n'est pas au plein vent, au plein soleil, à la rage. Elle est dans un repli de la terre, où là, elle trouve juste la chaleur qu'il faut, juste l'humidité qu'il faut. Elle hasarde quelques radicules. Puis après, un petit périscope de plantules en disant, est-ce que je participe à tout ça? Allez, j'y vais. Et là, elle ose pousser. Voilà, c'est un plaidoyer pour renouer avec l'intime et avec la discrétion. Et donc, quelque part, dans le champ sanitaire, de renouer aussi avec votre propre corps. Et l'idée du secret médical, l'idée que l'État n'a pas à savoir dans quel état de santé vous êtes. Votre assurance, votre banque n'a pas à savoir dans quel état de santé vous êtes. Même des amis un peu lointains n'ont pas à savoir dans quel état de santé vous êtes. Restez libre de leur montrer ce que vous avez envie de leur montrer. Merci à tous.